Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est un travail collaboratif qui a commencé en 2013, d'abord en interne avant d'avoir un projet chercheur citoyen financé par la région en 2014 jusqu'en 2017 et qui a continué sous la forme d'un projet mastodonte du CNRS en 2017. Et actuellement, on a un doctorant qui travaille sur la suite du projet. Et donc, je le remercie, nos financeurs, qui sont la région, le CNRS pour le projet Mastodonte et puis le pôle métropolitain de la Côte d'Opale pour des cofinancements de thèse. Donc brièvement, on est tous au courant, parce que vous êtes tous ici pour parler de petits capteurs, on venait tous au courant des limitations autour des mesures et des modèles de la qualité de l'air qui sont actuellement utilisés par les autorités ou les associations. Et l'idée, c'était de se dire, bon, mais comme on n'arrive pas à modéliser proprement avec un temps de calcul raisonnable ou capter des phénomènes très locaux, comment est-ce qu'on peut essayer de compléter ces informations existantes? Et donc, en 2013, on s'est posé la question, est-ce qu'il est possible de créer un réseau de capteurs bas coût qui soit complémentaire du réseau Atmo, qui offre une couverture spatiale beaucoup plus fine que l'existant et qui en plus impliquerait la population de façon à l'intégrer dans, dans les processus de décision et de connaissance autour de la qualité de l'air qu'ils respirent. Et donc, à l'époque, une solution nous est apparue, c'est le Mobile Crowd Sensing, dont vous avez déjà sûrement entendu parler, qui consiste à utiliser une foule de volontaires qui utilisent des capteurs géolocalisés et eurodatés pour faire des mesures. Donc typiquement, l'idée c'est de dire on va prendre des capteurs de la qualité de l'air, on va les connecter à des smartphones et on va pouvoir faire des mesures géolocalisées et eurodatées. Alors, en 2013, il y avait très peu de capteurs disponibles et même à la limite ça paraissait très très simple parce que quand on regardait la littérature, les gens prenaient les capteurs les moins chers du marché, ils les mettaient sur des capteurs et puis ils créaient leur propre boîtier de mesure et ça avait l'air de marcher sur les publications. En pratique, on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça, même beaucoup plus compliqué que ça. Et le projet impliquait 4 partenaires. Donc deux partenaires associatifs qui sont Atmo de France et puis Bâtisseurs d'économie solidaire, qui est une association qui est plutôt en lien avec l'écologie et tout ce qui est aussi pédagogie scientifique, enfin participative. Et puis ensuite 2 partenaires plutôt académiques avec l'équipe projet Spiral de l'INRIA et nous, le LISIC, qui est un laboratoire d'informatique et signal sur Calais. Donc les problématiques qu'on cherchait à créer étaient d'abord de construire un capteur bas coût. Donc je vais cacher cet aspect, mais c'était assez compliqué. Apprendre ensuite à la population à fabriquer des capteurs et principalement apprendre à des lycéens et des étudiants à fabriquer des capteurs. Donc on a eu quelques campagnes de fabrication de nos boîtiers. Et puis ensuite, gérer toute la remontée de données en préservant l'anonymat des utilisateurs. Et donc ça se fait à l'INRIA par nos collègues d'Apisense. Donc c'est l'équipe de Romain Rouvois. Donc vous avez déjà entendu le nom hier plusieurs fois. Et utiliser aussi les données Atmo, qui sont des données de référence. Et le gros travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est toutes les approches traitement de données pour rendre cohérentes les mesures. Et tenir compte des différentes origines de capteurs et des différentes qualités de mesures que l'on peut avoir. Hop. Alors, on va se focaliser, nous, en fait, en 2014, on a de suite identifié qu'il y avait une problématique d'étalonnage de capteurs qui pouvait se poser, avec notamment des capteurs bas coût et mobiles. Alors, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors, si je prends un capteur, en gros, il transforme une énergie, enfin une grandeur physique qui mesure en une énergie électrique, souvent c'est une tension, et pour remonter de la tension vers la grandeur physique, une façon de faire, la plus classique, c'est de se mettre dans un laboratoire, de contrôler la concentration du polluant que je cherche à mesurer, par exemple, regarder en sortie la tension que j'obtiens, et puis faire une espèce de régression pour apprendre le paramètre d'étalonnage. Alors, je peux me dire, je ne veux pas le faire, je veux rester sur du qualitatif. Le problème, c'est que si je prends plusieurs capteurs, que je ne les étalonne pas et qui mesurent le même phénomène. Vous l'avez vu plusieurs fois hier et aujourd'hui sur des données, mes signaux ressemblent aux Dalton. C'est-à-dire que les signaux se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques, alors qu'ils doivent mesurer la même chose. Donc, clairement, on a des besoins d'étalonnage et avec des contraintes. Une des premières, c'est des contraintes de coût et de temps. Si mes capteurs sont portés par des volontaires, je ne peux pas leur demander de venir tous les 15 jours, tous les mois, dans un laboratoire à perdre du temps pour faire de l'étalonnage in situ. Et puis par ailleurs, c'est coûteux, il faut du temps, il faut des techniciens ou des ingénieurs pour s'occuper de ce type de tâches. Et notre problématique qu'on a proposée, c'est essayer de faire l'étalonnage à distance avec les données directement. Donc ce qu'on trouve dans la littérature comme des approches aveugles ou d'étalonnage ou d'auto-étalonnage.
On parle parfois aussi de calibration, c'est un anglicisme, le vrai terme c'est plutôt étalonnage, donc moi je suis plutôt habitué à celui-ci, mais voilà, c'est pareil que la calibration. Par ailleurs, on a aussi la présence d'une référence, hein, c'est mon Lucky Luke, on a des mesures Atmo, et tant qu'à faire, autant s'en servir. Donc on a proposé des approches pour s'en servir. Donc une rapide taxonomie, en gros, outre les approches supervisées, qui sont les approches de régression dont j'ai parlé en début de présentation, on trouve des approches faiblement supervisées qui consistent à une phase où mes capteurs sont d'abord préétalonnés et je vais apprendre des propriétés statistiques sur les données avant que les réponses commencent à dériver et que je cherche à les corriger. Et des approches purement non supervisées, c'est-à-dire que là, je ne suppose même pas que mes capteurs sont étalonnés au départ et je vais chercher à apprendre les paramètres directement, avec des techniques dites de macro-étalonnage, c'est-à-dire que je cherche à étalonner directement tout mon réseau de capteurs, ou des techniques de micro-étalonnage, où là je vais étalonner les capteurs un par un, et de manière successive. Pour le Mobile Quad Sensing, en gros, on a deux familles d'approches non supervisées. Des approches basées sur des graphes qui sont limitées à calculer une simple dérive, donc un simple biais dans la mesure, et des approches basées sur des multisauts, c'est-à-dire que je suppose que mes capteurs sont en rendez-vous, je préciserai plus tard ce que c'est exactement, mais qui mesurent en gros la même chose plusieurs fois. Et en faisant de la régression, je vais pouvoir faire l'étalonnage de un capteur, et ce nouveau capteur, je vais considérer qu'il est à son tour étalonné, il va être en rendez-vous avec de nouveaux capteurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'étalonne tout mon réseau. Alors, ce sont des approches qui sont assez spécifiques et qui sont très orientées en fonction de l'application qu'ils visent. Et ce n'était pas applicable sur notre projet. Et donc, on a proposé une nouvelle méthode, famille de méthodes, donc des méthodes de type machine learning ou traitement de signal, qui sont des approches de macro-étalonnage, que j'étalonne tout mon réseau d'un coup, mais en utilisant des hypothèses de micro-étalonnage. Donc, on trouvait que l'idée était originale, et finalement, on n'est pas les seuls, parce que récemment, si vous êtes intéressé par la problématique, il y a un papier de survey qui est passé, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des papiers qui étaient soumis aussi récemment. Et une des conclusions de l'article, c'est celui-ci. Actuellement, il n'y a pas de solution disponible pour tout type de réseau. Et il y a un effort en recherche qui consiste à combiner plusieurs idées existantes pour faire des méthodes plus universelles. Et on est content parce qu'on a été cité comme faisant partie de ces gens-là. Donc ça fait toujours plaisir à l'ego. Donc j'arrive maintenant à présenter un petit peu notre travail. Donc voici le big picture de nos méthodes. Donc c'est des méthodes qu'on appelle factorisation de matrices. Je vous expliquerai ensuite comment elles fonctionnent, dans lesquelles je vais mettre de l'information. Donc la première information, c'est que je suppose connaître le modèle d'étalonnage de mes capteurs, même si je ne connais pas les paramètres. Ça va me permettre de structurer un des facteurs matriciels. J'ai ensuite mes données de référence qui vont me permettre d'informer ma factorisation. Et puis ensuite, j'ai des données moins classiques, alors des données constructeurs ou éventuellement des données d'analyse in situ qui vont me permettre de trouver des paramètres moyens qui me serviront à améliorer les estimations, et ensuite des contraintes spatiales qui me permettront d'améliorer là aussi mon traitement. Donc je vais d'abord me focaliser sur ces deux aspects-là pour créer ce problème-là. Donc on est parti des hypothèses de micro-étalonnage. Et donc en micro-étalonnage, il faut définir ce qu'on appelle un rendez-vous. Donc un rendez-vous, c'est un voisinage spatio-temporel qui permet de dire que quand deux capteurs sont en rendez-vous, ils mesurent la même chose. Donc un rendez-vous, c'est défini par une distance et un intervalle de temps. Donc si je mesure de l'ozone, je peux être en rendez-vous avec des distances assez importantes, avec des mesures assez éloignées dans le temps. Si par contre je mesure quelque chose comme du CO, ben là il faut vraiment que mes capteurs soient très très proches et qu'ils mesurent quasiment en même temps, pour pouvoir avoir des mesures cohérentes. Quoi qu'il en soit, nous on est parti de cette hypothèse-là, qui est assez classique en fait en réseau de capteurs, pour créer ce qu'on appelle une scène. Donc une scène, c'est juste une version discrétisée de l'espace-temps. Donc j'observe pendant un intervalle de temps le nombre les mesures réalisées par mes différents capteurs. Et si deux capteurs sont dans le même pixel ici, je vais supposer qu'ils sont en rendez-vous et qu'ils mesurent la même chose. Ce qu'on a proposé, c'est de réécrire cette scène-là sous forme de matrice. Donc pour chaque capteur, je déroule ici ma carte pour en faire un simple vecteur. Et je fais ça pour chaque capteur. Donc quand deux capteurs sont en rendez-vous, comme ici le rouge et le bleu, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils vont partager des informations sur la même ligne de ma matrice X. Quand j'ai deux capteurs ici qui sont en rendez-vous, comme le rouge et le vert, ils partagent ici la même ligne aussi. Et donc c'est une matrice avec beaucoup de trous et quelques données. Et c'est à partir de ça que l'on va commencer à mettre en place notre méthode d'apprentissage et d'étalonnage de capteurs. Alors si maintenant je viens sur la structure de mon capteur, je suppose que, alors je reviens ici, supposons que je prenne cette mesure-là, c'est un capteur numéro J et c'est la position numéro I. Eh bien ce capteur, c'est l'image du phénomène physique YI qu'il mesure, vu selon une fonction d'étalonnage
avec un gain, on a supposé un modèle plus simple ici pour la présentation, mais on a fait des choses plus compliquées. Un gain inconnu et un offset qui est lui aussi inconnu. Supposons que j'ai tous les capteurs qui aient fait des mesures sur tous les pixels de mon tableau, de mon image précédente. Et bien dans ce cas, je peux écrire une matrice X complète qui va s'écrire comme le produit entre une matrice G et une matrice F. Oh, décidément. Donc G contient en fait la structure d'étalonnage avec une colonne de 1 qui va me permettre de faire apparaître mes offsets inconnus et une colonne du phénomène physique observé. Et F contient tous les paramètres d'étalonnage de tous les capteurs. Et donc c'est ici qu'apparaît mon fameux problème de factorisation matricielle. En pratique, je n'ai pas une matrice pleine, ça serait trop beau et trop facile. J'ai des matrices à trous avec finalement beaucoup de trous. Et on va utiliser, en tenir compte via un opérateur de pondération, un opérateur de mesure de confiance qui va valoir 0 si ma mesure n'est pas disponible, et qui vaudra un certain poids si la mesure est disponible. Donc ce poids, je peux le moduler en fonction de la confiance que j'ai a priori sur le capteur. Donc si j'ai plusieurs capteurs mobiles avec des qualités différentes, mais qui suivent la même fonction d'étalonnage, eh bien je peux tenir compte de l'hétérogénéité de mes capteurs par ce poids-là notamment. Bon, je vous cache un petit peu les aspects, mais en gros, on a des données qui sont non négatives parce qu'on a des tensions d'un côté, on a des concentrations de l'autre, et sur certains capteurs, je sais que mes paramètres d'étalonnage sont aussi non négatifs. Et on a de plus des données étalonnées d'Atmo, que je modélise comme, alors si j'ai une zone assez grande sur un point de vue spatial, je vais avoir plusieurs capteurs fixes qui vont me donner des mesures, et je les modélise comme un seul capteur mobile qui me donne plusieurs mesures. Et comme ce capteur, je peux le supposer qu'il est très bon, je vais supposer que mes paramètres d'étalonnage, c'est 0 et 1, c'est-à-dire que ce que je mets dans cette colonne, c'est directement la grandeur qui m'intéresse. Et finalement, c'est la grandeur que je retrouve aussi dans cette colonne de G. Donc j'ai un problème structuré et informé par les valeurs en vert. Et donc je vais avoir une méthode itérative à partir d'un X et de G et F plus ou moins aléatoires. Itérativement, je vais chercher le meilleur G puis le meilleur F jusqu'à ce que j'arrive à une convergence. Et quand je fais la convergence et que je regarde F, j'ai réalisé l'étalonnage. Donc ça, c'est l'approche la plus basique qu'on a développée, qui s'appelle InCal. Et puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut aller plus loin. Donc, on s'est focalisé pour l'instant sur ces deux parties-là, structuration et information. Maintenant, rajouter ces informations-là. D'abord une information spatiale et ensuite une information de type données constructeur. Donc, qu'est-ce qui se passe si mon réseau n'est pas assez dense? Si j'ai un réseau très lâche, il est possible que je n'ai aucun capteur qui soit en rendez-vous avec mes références. Et donc ça, c'est problématique parce que je ne peux plus rien faire. Heureusement, alors on fait des hypothèses qui peuvent être valides, c'est que, qui sont valides, c'est que je vais supposer que je peux régresser quelque part mon phénomène physique selon une collection de patterns qui ont un sens physique. Et en faisant ça, je vais créer une nouvelle colonne qui est celle du phénomène inféré. Donc ça peut être, on peut appliquer un modèle, on a choisi une approche plus traitement de signal. L'intérêt, c'est que du coup, je crée des rendez-vous virtuels entre mes capteurs, mes données et la mesure que je cherche à inférer. Et cette estimation-là, je vais pouvoir la mettre à jour à chaque fois que j'améliore mon estimation de G et F, de façon à avoir quelque chose qui va coller de plus en plus à la réalité. Et donc, on a proposé une approche qu'on a appelée SpinCal. Alors, Spin, c'est InCal, mais avec une extension parcimonieuse. Alors, je cache un peu les détails, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas après. Et donc, l'idée, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'en plus, on va estimer ce vecteur-là au fur et à mesure du temps. Par ailleurs, on a les informations de type, décidément, on a des informations de type capteur, données moyennes d'étalonnage. Alors soit on a des données moyennes, soit on a parfois aussi des bornes d'incertitude. On va s'en servir parce que si j'avais un nombre infini de capteurs et que je faisais la moyenne de tous ces paramètres d'étalonnage, je retrouverais les paramètres du constructeur. Donc on a une espèce d'approximation approchée qui peut nous servir à régulariser le problème. Donc on a fait des variantes qui tiennent compte de ceci, alors qui s'appelle AsyncCal, et puis on a une variante qui combine à la fois cet aspect-là plus l'aspect vecteur, rendez-vous virtuel, qu'on a appelé SpainCal. Donc je vous cache un peu les aspects, mais il y a des publications assez longues à lire si ça vous intéresse. En termes de méthodologie, on a principalement appliqué nos approches sur des simulations, et on voit qu'en fait nos méthodes sont assez robustes, à la fois au nombre de rendez-vous avec des capteurs Atmo et au nombre de données manquantes. On s'est aussi comparé aux approches de la littérature. C'est ce qui est intéressant en fait, c'est que, alors ici en rouge, en ordonnée, vous avez l'erreur d'étalonnage. Plus l'erreur est faible, et meilleur je suis. À droite, en abscisse, on a pris une matrice théorique, et on a enlevé au fur et à mesure des données. Et en bleu, c'est les méthodes de la littérature. Non, bleu c'est nous, et en rouge c'est la littérature. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on se comporte aussi bien que la littérature quand j'ai peu de données manquantes finalement. Mais dès que j'ai beaucoup de données manquantes, on est beaucoup plus stable que les approches de la littérature.
Donc c'est assez intéressant parce que alors, cette méthode de littérature, c'est appliqué dans le cas où des capteurs sont sur des tramways qui se rencontrent très régulièrement. Donc ils font des régressions quand ils ont 1 million de points de rendez-vous. Nous, on avait fait des simulations où on avait au plus un capteur qui avait un rendez-vous avec un capteur Atmo. Et en pratique, donc, on prenait 100 capteurs, on en avait 4 qui avaient un rendez-vous avec un capteur Atmo une seule fois. Donc aucune approche de la littérature ne pouvait se comparer. Et sur des cas plus faciles, on s'aperçoit qu'on reste stable. Le deuxième, ce que j'appelais le deuxième effet qui se coule, donc bon courage aux traducteurs, c'est que F contient les paramètres d'étalonnage, mais G, lui, contient le phénomène physique. Et dans les approches SpinCal et SpainCal, j'ai fait une étape de régression de mes paramètres physiques. Donc l'intérêt, c'est que je peux fabriquer des cartes. Donc c'est une première approche qui fait à la fois une cartographie et étalonnage du réseau de capteurs. Donc avec InCal, alors là c'était un cas un peu facile avec peu de données manquantes, mais on peut le faire avec beaucoup de données manquantes, ça marche aussi bien. Avec InCal, j'ai des trous là où j'ai aucune mesure que je régularise avec SpinCal. Donc pour aller très vite, on a proposé des approches d'étalonnage de capteurs qui sont revisitées comme des méthodes de factorisation matricielle, c'est-à-dire méthodes de machine learning. Nos approches sont plutôt robustes au nombre de données manquantes et au nombre de rendez-vous avec des capteurs de bonne qualité. Et on a aussi proposé des extensions aux réponses non linéaires de capteurs. En termes de travaux actuellement, donc on a un doctorant qui a travaillé à accélérer très très fortement ces méthodes. On est en train de remplacer le dictionnaire par des modèles, plus de la qualité de l'air. Là, je vous ai présenté une des approches qui tiennent compte d'une seule scène, c'est-à-dire un seul intervalle de temps. Mais on travaille sur le multiscène. Et une autre problématique qui est intéressante, c'est quand j'ai des réseaux de capteurs, certaines mesures de gaz, par exemple, sont corrélées entre elles. Et il est prouvé dans la littérature qu'en tenir compte permet d'améliorer et la fois la cartographie et l'étalonnage des capteurs. En termes de publication, on a fait voici 2 principales publications sur les approches à l'étalonnage et puis 2 publications sur le traitement des big data qui peuvent servir à l'étalonnage. Et si vous avez envie d'essayer les logiciels, ils sont disponibles depuis hier en ligne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette présentation très complète sur les méthodes de traitement. Donc on est dans les temps, on a à peu près 5 minutes pour les questions, donc à vous la parole. Ouais, bonjour. C'est plus une remarque qu'une question. En fait, je voulais mentionner le travail de Delphi Rodriguez qui fait une thèse au LATMOS sur la notion de représentativité autour des stations de mesure. Je pense que c'est complètement complémentaire avec votre présentation parce que on peut, en définissant des zones de représentativité, augmenter, je pense, le nombre de rendez-vous et donc améliorer du coup les techniques de cross-calibration. Ok, merci. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant en effet. Donc Delphine Rodriguez, c'est ça? Ok, merci. Oui. Une autre question peut-être? Sinon, je vais peut-être poser la mienne. En fait, on voit qu'on s'appuie de plus en plus pour les méthodes de traitement sur ce qui existe en intelligence artificielle. Et il y a énormément de matière là-dessus et de méthodes utilisées. Juste si vous pouviez revenir sur pourquoi ce choix de cette méthode. Je pense que c'est parce que vous aviez les connaissances auparavant. Est-ce que vous en avez d'autres en vue? Est-ce que vous voyez d'autres aspects à parcourir pour avoir d'autres résultats et les comparer, par exemple? Alors, oui, il y a énormément de méthodes qui existent, ça c'est sûr. Nous, l'intérêt qu'on y voyait, alors, il était multiple. Le premier, c'est le fait qu'en fait, ces approches de factorisation, si je reviens ici, j'ai des données qui sont très parcellaires et finalement, quand je considère G, je fais une espèce de fusion d'informations à partir de données hétérogènes. Donc ça nous servait pour une première étape avant de faire de la modélisation et puis faire de la cartographie. Et on s'est aperçu qu'en rajoutant des informations pour améliorer nos traitements, on pouvait faire les 2 tâches en même temps. Donc il y avait un intérêt qui était assez fort. Maintenant, il est possible que d'autres approches de la littérature fonctionnent tout aussi bien, mais j'avoue qu'on n'a pas pu tester, c'est tellement riche qu'on n'a pas tout testé. Après, en termes de possibilités d'extension, j'en ai présenté quelques-unes là, mais il y en a en fait énormément. Il y en a énormément plus en fait. Donc le cas multiscène notamment, c'est un cas qui peut être intéressant, c'est-à-dire que au lieu d'avoir, enfin c'est pas un cas qui peut être, c'est un cas qui est intéressant. Au lieu d'avoir ici une seule zone, je vais faire une seule matrice. Comme mes capteurs continuent à bouger et mon phénomène physique évolue, je vais aussi avoir une dimension temporelle qui va apparaître en 3 dimensions. Et donc gérer ce type de données, c'est un challenge en soi. Très bien, merci. Benjamin? Oui, merci Mathieu. Écoute, je suis très content qu'on n'ait jamais discuté de technique avant parce que j'ai rien compris. On a entendu plusieurs fois depuis hier que parfois il y a des capteurs qu'on achète et puis qui sont complètement défectueux.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si tu lances un capteur défectueux? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce qu'il te pourrit pas tous tes calculs? Comment ça marche? Alors c'est une très bonne question. Alors il y a défectueux et défectueux. Il y a le défectueux ponctuel et il y a le défectueux continu. Donc le défectueux ponctuel, alors là c'est pas le cas de ce que je vous ai présenté, mais on sait faire des méthodes qui sont robustes et qui savent les détecter ces valeurs ponctuelles et les traiter. Donc ça, à la limite, on sait proposer des approches qui vont permettre de détecter ces défauts ponctuels et les éliminer. Maintenant, le défaut continu, alors là aussi, on a d'autres méthodes qui permettent de fonctionner, où en fait, on va s'apercevoir que d'un coup, ça ne fonctionne plus, on peut après imaginer des règles de décision qui vont permettre de pousser un message aux utilisateurs en disant « Votre capteur est défectueux, merci de le ramener en laboratoire ». Donc ça, on peut le développer. Ce n'est pas actuellement implémenté, mais on peut le développer. Voilà. Après, il y a d'autres problématiques dont je n'ai pas parlé, qui sont, par exemple, si je prends des capteurs très mauvais, en termes de seuil de détection. Par exemple, mon capteur va saturer ou au contraire ne détecte pas ce qui se passe. En fait, ce type de méthode, c'est une version matricielle de ce qu'on peut appeler l'in-painting en traitement d'image ou la restitution de données manquantes. Ce qu'il faut voir, c'est que quand je fais ma création de vecteurs ici, on a appliqué une méthode relativement basique, mais on peut faire plus en créant des choses qui nous permettent d'estimer les données pas vues parce que j'ai saturé ou de détecter des valeurs très faibles parce que je suis en dessous de ce que je m'attendais. Donc, ces extensions possibles aussi. Dernière petite question, peut-être. Donc nous allons passer à la dernière présentation dans ce cas. Donc la dernière présentation sera effectuée par Armand Albergel sur le rôle de la modélisation à haute résolution pour une exploitation rationnelle de microcapteurs de Aria Technologies.